crying. Suuf si mu ngi jooy jot na jóg te nax ko. Suuf si mu ngi jooy jot na jóg te nax ko. Suuf si mu ngi jooy jot na jóg te nax ko. Suuf si mu ngi jooy jot na jóg te nax ko. Together main dans la main, nous sommes prêts pour le combat. La terre c'est la vie, elle respire et elle vit. Fonkal mbay mi suñu réew naat. Suñu réew naat. ñu mën a bay di ci dund, bay di ci denc. Bay di ci denc. Nguur gi baykat nañu waxtaan. Nañu waxtaan. Très chers téléspectateurs, bonjour. Vous suivez le MAC vert de l'association Endapronat et de son partenaire l'ONG Osiwa, la clé des terroirs, magazine qui accompagne le Sénégal dans le processus de la réforme foncière. Tout de suite, le sommaire. La terre dans toutes ses dimensions, sociales, économiques ou encore culturelles, nous en parlons dans ce premier numéro de la clé des terroirs. Pour cela, nous allons nous rendre dans la vallée du fleuve Sénégal à la rencontre des populations jeunes et moins jeunes qui partagent un seul amour, une seule véritable richesse, la terre. Dans ce MAC vert, nous verrons également la vision et surtout les attentes de ces populations par rapport à la loi foncière en gestation. Bienvenue et merci de nous suivre. Parler des terres au Fouta, c'est parler des Koladés. Ces cuvettes acquises par les Fouta-Nkobé au prix de leur sang. Ainsi, la terre a une valeur inestimable dans la zone de la vallée. Pour nous en parler, un producteur et fils du terroir, Mamadou Diop. La terre, ce qu'elle représente au Fouta, elle représente un patrimoine historique pour la nourriture, pour la culture, et c'est pourquoi les populations sont attachées à leur patrimoine, comme le fonctionnaire est attaché, c'est-à-dire à sa fonction publique, comme le chef d'entreprise est attaché à son entreprise, et comme l'avocat est attaché à sa fonction, c'est-à-dire libérale. Restons avec le sage de Ogo pour comprendre comment la gestion coutumière des terres dans le Fouta peut rendre complexe et extrêmement sensible toute nouvelle loi foncière. Écoutons-le. Ici au niveau du Fouta, disons que malgré, c'est-à-dire la colonisation, ces populations ont toujours continué, c'est-à-dire à considérer que ces terres-là, c'est des biens communs, des biens qui sont gérés au nom, c'est-à-dire de la famille. Et là, les populations se reconnaissent à ces terres-là comme étant leurs biens, comme étant leur propriété. C'est pourquoi dans ce cadre-là, les populations, par rapport à l'ensemble, en tout cas, c'est-à-dire des droits qui sont attachés à la gestion, c'est-à-dire des terres, cela est communautaire et tous les droits peuvent y être exercés. Le droit de location, le droit de prêter, le droit d'héritage, le droit d'usage. Mais étant donné que c'est un bien commun, cela ne peut pas être vendu parce que ça appartient soit à la communauté villageoise, soit à la famille. Dans le passé comme aujourd'hui, les populations tiennent à garder le contrôle sur la gestion des terres. C'est ce qu'a retenu le spécialiste foncier Kader Fantangom après enquête de terrain. Les populations veulent que la gestion communautaire des terres reste un principe clé dans la gouvernance foncière. Parce que moi, j'ai vu plusieurs investisseurs qui ont les titres d'occupation légale en respectant toute la procédure, mais qui n'arrivent pas à mettre en valeur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette adhésion populaire des populations à la base. Donc, quelle que soit la réforme qu'on aura demain, il est impératif, selon les populations, que toute décision concernant le foncier doit partir du consentement préalable et éclairé des populations à la base. C'est pourquoi la société civile a proposé de mettre en place dans chaque village ce qu'on a appelé une instance villageoise paritaire. Et cette instance villageoise paritaire doit être impérativement consultée par la commune avant de prendre une délibération concernant leur village. Au niveau du terroir, des représentants de l'État comme Amadou Yeroba, maire de Orofondé, veillent au respect de la tradition et des coutumes dans la gestion foncière. Nous avons créé déjà ce qu'on appelle le cadre de concertation. Ce cadre de concertation regroupe les chefs du village,
regroupe des imams, regroupe des acteurs de développement dans la commune qui vont débattre tout ce qui tourne autour du développement de la commune, surtout l'aspect foncier. Et avant qu'une délibération soit faite, quel que soit le projet, que ce soit un projet de développement ou bien de logement, dans la régularisation ou des trucs comme ça, les villages concernés et les chefs du village, les concernés, c'est-à-dire ceux qui se disent propriétaires, les conseillers qui sont là-bas, c'est une séance de travail pour avoir toutes les informations possibles avant de délibérer sur quoi que ce soit. Et après des délibérations, s'il y a contestation aussi, au niveau de la CPE, on a toutes les procédures pour revoir et avoir toutes les informations possibles. Au pays de Senghor, terre de dialogue, il faut signaler qu'il existe déjà un document de politique foncière. Après avoir participé au processus d'élaboration de ce document de politique foncière, la société civile œuvre désormais pour une réelle prise en compte des visions et positions du monde rural dans la prochaine loi foncière. Après les étapes de Podor et Matam, l'expert foncier Kader Fantangam nous parle de la restitution des travaux avec la Commission nationale de réforme foncière aux populations. On s'est rendu compte que ce n'est pas uniquement la population de Ogo qui est là. Je peux même dire que c'est le département de Matam qui est ici réuni, puisque j'ai vu des représentants des communes de Nabadji, des communes de Bokidiawe, des communes de Orefondé, etc., etc. Donc c'est plus ou moins une façon pour instituer le droit à la participation des populations, le droit à l'information des populations, pour que celui qui va bénéficier de cette affectation aura aussi l'adhésion de ces acteurs à la base. Parce qu'entre autres, il faut préciser que l'un des facteurs clés de la réussite d'un investissement, c'est la paix sociale. Si vous avez même un titre foncier le plus sécurisé du monde et qu'il n'y a pas la paix sociale, vous ne pourrez pas mettre en valeur vos investissements. Et un investisseur, son principal intérêt, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Si vous ne pouvez pas avoir un retour sur investissement, vous n'allez pas investir. Et pour avoir un retour sur investissement, au-delà des titres d'occupation, il vous faut impérativement la participation, l'adhésion des populations à la base pour que vous puissiez réussir votre investissement. Et dans la pratique, ces populations refusent de céder du terrain. Parmi les femmes paysannes de la vallée, Binta Ba nous raconte ici ce qu'est une journée de travail. So min dayi min mbaɗat ɗo min bertat basuji amin min gadda maaro min ndima min gadda bari min joɗɗina min gona e wadde ni ha para min ƴaro min ɓeta waɗe sakuji ɓe ndowdo ɓe nawa minne ko heddi ko maaro amin min ndowdo min nawa galleji amin so min dayi ɗo a daña muuɗi 5 a daña muuɗi 6 a daña muuɗi 7 so ñalawma dawɗa fof a daña ɗum ɗo kay amin dawɗo amin liggo kono so min jeeyi min jogui guesa amen soble min jogui guesa amen tamata min jogui guesa amen maaro e sara dane maayo porseji e so min ummima to min dayi ɗo ko ɗo tan min ñalla liggade ha hiira min koota so min pini janggo min dawa toon kadi min gonan liggade toon e min nawa guesa amen ɗe min jeeyani koye amen ɗe min liggo. Harouna Dia, un jeune de l'Érabé, toujours dans le Fouta, fait l'objet de notre rubrique Portrait. Sa vie, c'est celle-là ordinaire d'un peul de son âge, mais exemplaire en bravoure, aux valeurs de sa tribu et surtout à la sauvegarde de son patrimoine, son portrait. Sur la terre noire du Waalo, la localité de l'Érabé, celle du jeune Harouna Dia. Un vrai exemple d'expérience de vie sociale basée essentiellement sur l'autonomie, la collectivisation de la richesse, l'égalité et la solidarité. Mais comme un Alpulaar bon temps, 35 ans révolu, agriculteur et éleveur, l'histoire de Harouna Dia, c'est également l'histoire d'une ferme, menée selon les principes d'une agriculture traditionnelle qui a permis de conserver les terres, la culture de décrue. Ça y est, min coodi awdi tan tar campagne o moƴƴani hitande ɗo moƴƴani ilam am moƴƴani si lamɗam moƴƴani tan gawri ndi wawa jooɗa duuɓi 3 jooɗi walla duuɓi 1 jooɗi taw hutoraka mo taga men sodde so hitande moƴƴita kam min kewani ɗum pertude awdi ndi kam so to moƴƴita ilam moƴƴata so moƴƴani tan kadi ilam moƴƴata comme no ronde ay ronde toɓani haydara min tampi min eggiɗo min jeeyiɗa haal jeeri min ngal biba ne jewde men min ñamine toon den hitan hay wal min jabbay dungol ala ɗo hamin jaada ha Mboya hamin jaada ha Podor yiliyat huɗo taw ko sartaji.
Fortement imbriqué dans le projet socio-économique de l'Érabé, le premier objectif de Harouna Dia est de produire pour générer un revenu et nourrir ses proches. Quand l'eau se raréfie et qu'il n'y a presque rien à faire au village, il n'hésite pas à se rendre dans la capitale Dakar pour y faire du commerce. Et malgré son jeune âge, Harouna Dia passe pour un conservateur. Il accepte volontiers qu'à l'Érabé, les décisions soient prises selon les principes du consensus, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que l'ensemble des membres se soient mis d'accord avant qu'une décision soit validée. Wurni isnguma ko wure kodda dum sayda mi nganduma mi ari jabbude mi maram ko may lora ngesam naram tajama do e der ngesam he mi ƴewr burma jid mi ma ha mi ni mo doyet ha toyet taw an je leydi ma kay ari wela yetten ko kayne sande wela kadi ma saw ko denay goto leydi so min ka wonti har jo goddo ari min ƴettande joni mi baden sipande mbattuma hakkil ko joni mi yani problème men min ibal ili tan min garam def ngesam men min coña. Allons à la rencontre d'Ibrahima Sow, un producteur de 63 ans du Lérabé, à travers son histoire et son approche pour voir de près l'évolution des cultures du Waalo. Comment est-ce que ces populations ont dû abandonner ces pratiques pluviales et de décrue au profit d'une nouvelle technique d'irrigation introduite par l'État? C'est la rubrique pratique culturelle de votre Mac Vert. À Guédé-Chantier, dans la vallée du fleuve Sénégal, c'est sur un ton nostalgique que le producteur Ibrahima Sow, du haut de ses 63 ans, nous parle du passé doré de son terroir. Tout le Fouta était nourri, en tout cas, par les cultures de décrue et les cultures pluviales dans le Djeri. Le Fouta a vécu comme ça depuis la nuit des temps. Durant l'hivernage, on pratique les cultures pluviales, sous pluie, avec le souna, le beref, le niébé. Et en décrue, on va dans le Waalo, on met des céréales, genre mil, et du niébé aussi. Donc c'est comme ça que le Fouta vivait. Et il n'y avait pas de dépenses, nullement, sauf l'énergie musculaire. Avant que les barrages de Diama et de Manantali ne viennent provoquer de graves déséquilibres écologiques et perturber les crues millénaires du fleuve, le Sénégal avait un rôle nourricier, car en plus de sa crue, qui apportait prospérité, il regorgeait de poissons. Le fleuve Sénégal constituait également un véritable paradis pour les oiseaux, pour le plus grand plaisir des chasseurs. Mais plus que les barrages, le changement d'approche dans la pratique culturelle est imposé par le climat. Et on a introduit la culture irriguée, avec double culture même, en contre-saison et en hivernage. Il fallait sauver d'art les populations qui avaient faim et qui immigraient vers d'autres cieux beaucoup plus cléments. Donc voilà comment ça a évolué pour délaisser les cultures du Waalo, de décrue. On était forcé de ne pas avoir de culture de Waalo parce qu'il n'y avait pas la crue. Désormais, moins de limon noir que déposer l'eau pour la culture des céréales, denrées de base des populations, et c'est tout un système qui se voit renversé. Mais pas question d'abandonner la plus petite parcelle de terre aux prédateurs, toujours à l'affût. Alors, culture de décrue ou d'irrigation, rendement faible ou record, invariablement les populations, hommes et femmes, exploitent ces terres de la vallée, ou du moins la partie de ces terres encore entre leurs mains périssables. Toujours dans la rubrique pratique culturelle, restons dans ce thème de culture traditionnelle avec Abou Harouna Anne, agriculteur et animateur social dans le Fouta. C'est une agriculture, comme on dit, traditionnelle, qui se fait à partir de la crue, de la montée du fleuve pendant l'hivernage. Et une fois que cette eau se retire, on pratique cette agriculture qui ne demande pas beaucoup de coûts d'investissement. C'est juste le matériel qui est utilisé, c'est le matériel local. Les semences, on les achète à partir du marché ou bien on les garde dans nos greniers comme réserve de greniers semenciers. Et ensuite,
il n'y a pas de façon culturelle, ça ne demande pas d'engrais, ça ne demande pas de pesticides. C'est vraiment rentable de 1 et de 2, ça respecte aussi les aspects environnementaux. En plus de cela aussi, au plan nutritif, nous, Foutanké, on est vraiment liés au couscous d'histoire. Et le champ que vous voyez là, c'est du sorgho. Le sorgho, c'est une sorte de mil vraiment qui est trop primé par les Halpulaar et qui constitue notre nourriture de base. Mais actuellement, avec l'avènement de la riziculture, ça commence quand même à avoir des problèmes. Et il y a quel type de culture de décrue? Bon, il y a 2 types de culture de décrue. Il y a la culture qui se fait au niveau des berges, qu'on appelle falo. Comparément au niveau de la Casamance, on appelle faro. Là-bas, c'est les femmes, mais ici on dit falo. Et falo, c'est la culture du berge. Et le reste, c'est la culture du kolangal. Kolangal sont des grandes cuvettes exondées qui sont souvent inondées pendant la montée du fleuve, à partir du mois de juillet. Mais on a constaté ces temps-ci que depuis l'avènement des barrages, le temps que l'eau devait rester au niveau des cuvettes pour vraiment permettre de booster cette agriculture, on a des problèmes. Et en plus de cela aussi, la crue occupait beaucoup d'espace, une superficie très importante, mais comme vous voyez, si vous voyez derrière vous, l'eau monte jusqu'au niveau de la digue là-bas. Mais actuellement, c'est des superficies très réduites et à un temps très raccord, maximum, la durée de l'eau, de stagnation de l'eau ne dure que un mois et demi, maximum 2 mois. Et ça, vraiment, ça impacte sur le développement de la culture qui doit mettre en place. Dans le passé, ça faisait jusqu'à? Dans le passé, c'était de 3 à 4 mois. Donc, ça prenait du temps. Mais maintenant, la crue est contrôlée par les barrages. Souvent, s'il y a beaucoup d'inondations, les gens crient, on ouvre le diamant ou bien on ferme au niveau de barrage. Maintenant, vraiment, c'est contrôlé. Mais néanmoins, quand même, nous, vu l'importance qu'on voit par rapport à l'importance de cette culture au niveau de la diminution du coût de production, au niveau du respect de l'environnement, parce que c'est une agriculture vraiment qu'on dit saine. Si on parle d'agriculture saine et durable, vraiment c'est la culture de décrue qui reflète ça. Et ici c'est le kolangal qu'on appelle les grandes cuvettes, contrairement au falo qui est destiné au maraîchage, la patate douce. Mais ici particulièrement, c'est le sorgho, c'est les niabé, parfois les moulons qu'on mettait dans ces cuvettes-là. Donc avec les perturbations provoquées par les barrages, il y a moins de surface cultivable. Ouais. Et il y a moins d'eau. Il y a moins d'eau, il y a moins de surface. Même l'humidité des sols, vraiment ça a diminué. Le fait que l'eau restait longtemps en temps record au niveau de la cuvette, vraiment ça a augmenté la fertilité même des sols. Mais avec l'avènement des barrages, vraiment parfois on est confronté à des maladies qu'on ne connaissait pas avant. Surtout par rapport aux... Si vous voyez le champ là, les épis ne sont pas homogènes. Par exemple, les plants ne sont pas homogènes. Donc ça veut dire qu'il y a des carences par moment, au moins il y a des zones plus fertiles. Donc au temps où l'eau vraiment, avant les barrages, si vous venez dans un centre de mille à 7 heures, tout était homogène et tu ne parvenais pas à voir une personne qui se trouve à 10 mètres de toi. Mais actuellement vraiment ça quand même arrive. Néanmoins quand même, nous on s'accroche parce qu'on a trouvé l'utilité dans cela. Et ça vous permet surtout de garder vos terres, n'est-ce pas? Voilà, vraiment c'est une question c'est une remarque vraiment importante que vous avez faite. Parce que souvent on parle qu'au niveau du Fouta, il y a beaucoup de terres, les terres ne sont pas exploitées. Mais qu'est-ce qu'une définition d'une exploitation? Par exemple, si elle a décrue, tu cultives de 2 octobre pour récolter au mois de mars et tu attends une autre année prochaine, on dit que ça c'est pas une exploitation. Donc nous, on exploite nos terres pour les comme ça aussi c'est une sorte d'exploitation. Et si on dit qu'il y a beaucoup de terres au niveau du Fouta que les gens n'exploitent pas, peut-être ces gens-là ne connaissent pas exactement l'historique ou bien vraiment culturellement ils ne connaissent pas ce qui est un Foutanké. On est vraiment tenu à noter et on n'est pas trop conservateur. On reproche souvent de conservateurs, mais on n'est pas de conservateurs. Ce sont des terres qu'on utilise vraiment pour pouvoir subvenir nous aussi à notre besoin. Parce que cette culture-là, non seulement elle nous permet de subvenir à nos besoins, donc si ces terres, on les dit aujourd'hui, ne sont pas exploitées, on risque de les soumettre à des autres industries ou bien à des firmes étrangères ou bien même si des firmes nationaux. Donc vraiment ça peut compromettre l'exploitation familiale au niveau rural et on risque de devenir des ouvriers agricoles. La culture de décrue, ça dure combien maximum 3-4 mois, maximum 4 mois. Mais traditionnellement, si tu sèmes, au 3e mois, tu dois manger ce que tu as semé. Ça, même, c'est une chose qu'on a connue. Le walo, si tu démarres, tu commences à semer le 1er octobre.
le mois d'octobre, novembre, à partir du point, tu pourrais avoir, même si ne c'est que le manger des salsal de là, c'est-à-dire le niébé. Actuellement, il y a le niébé déjà. Donc, traditionnellement, c'est maximum 4 mois. Donc, mais à 8 mois, les terres restent comme ça. Restent comme ça, en attendant encore qu'elles soient encore irriguées par la décrue. Mais quand même, C'est la raison pour laquelle les gens vous parlent de culture d'irrigation qui est beaucoup plus rentable. Non, par rapport à la rentabilité de la culture irriguée, peut-être c'est un peu mitigé. Si on voit actuellement que les charges de production qui se posent sur la production irriguée, vraiment, si on avait des zones exonées à des surfaces très importantes, vous retrouverez que les gens ne vont pas s'intéresser à la culture irriguée parce que vraiment ils ne trouvent pas leur compte. Actuellement, au moment où je vous parle, si vous pouvez faire une petite enquête au niveau des riziculteurs, comme moi-même, ce que je gagne au niveau de l'agriculture irriguée ne me vit même pas. Si je détecte toutes les charges, je déflate tous les charges que j'avais mis pour avoir cette production-là, le restant, ce qui va rester sur mes mains là, vraiment, ne peut pas me nourrir 1 mois ou bien 2 mois. Et en plus de cela aussi, par exemple, en culture irriguée, par exemple, le maraîchage, la tomate, l'oignon, c'est une production qu'on cultive beaucoup, mais ça pourrit entre nos mains et il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de marché. Donc, et le sorgho que vous voyez là, je peux le garder 10 ans sans que cela se périsse. Mais tandis que les cultures irriguées, à part le riz, vraiment qui affectent maintenant la santé des populations foutanquaises, parce qu'il y a des maladies qu'on retrouve aujourd'hui au niveau des populations. C'est lorsqu'on a essayé de minimiser la culture de décrue que ces maladies sont apparues. Donc vraiment, par rapport à la culture irriguée, on n'ose pas dire qu'elle est plus rentable que la culture de décrue. Si on donnait la culture de décrue, les avantages qu'on a donnés à la culture irriguée, il n'y aura pas de grande différence. Ou même on pourrait dire que la culture de décrue est plus rentable, selon nous. À présent, l'avis d'experts sur 2 sujets, l'accès des femmes à la terre et l'acte 3 de la décentralisation, en un mot de la gouvernance locale, avec l'universitaire Samba Traoré et l'édite de Ourefondé Amadou Yeroba. C'est la séquence encadrée. L'appel que je vais lancer à l'État du Sénégal, au président de la République et à tous les concernés, c'est par rapport à l'acte 3. L'acte 3 de la décentralisation, c'est une bonne idée, c'est une bonne démarche, dans le sens que ça essaie quand même de réduire le fossé entre le citadin et le monde rural. Mais sur l'application, on a besoin plus de soutien. Le monde rural doit être accompagné dans la fiscalité, dans les finances. Parce qu'on parle de pouvoir, on parle d'argent. Le pouvoir, ce n'est pas les textes, ce n'est pas les lois. Le pouvoir, c'est les finances. Ça, c'est l'élément numéro 1. L'autre appel que je vais lancer, on ne peut pas parler d'autosuffisance en riz, on peut parler de développement. On a la région de Matam qui a de l'eau à gogo, qui a de la terre, qui peut cultiver 2 à 3 fois, 4 fois, et sans investir les moyens qu'il faut. Et le seul problème, c'est quoi? Si les grandes entreprises sont là, ils veulent avoir la terre, mais le Sénégalais, le citoyen, il demande qu'est-ce qu'il faut avoir dans ça. Et si l'État parvient à revoir sa politique, de créer une bonne coordination entre le citoyen qui est là, qui se dit propriétaire de cette terre, et celui qui a ses moyens, et que la terre soit sa propre terre, ça reste sa terre, ils exploitent. Je crois là, s'ils parviennent à articuler, il n'y aura pas de problème. Qu'on sorte du domaine d'aide, de soutien, qu'on ne nous impose pas des cultures, qu'on ne nous impose pas des types de partenariats, qu'on laisse le Sénégalais, il sait ce qu'il veut. Il a sa terre, il sait que ça peut lui servir de quelque chose. Mais quand on lui donne quelque chose, il peut donner. Mais quand on vient avec ses motos, ses engins, on exploite et puis on va en atelier en Belgique, là c'est un problème. Mon opinion n'est pas totalement l'opinion émise par les autres parce qu'on a l'habitude de dire par rapport à cette réforme, beaucoup d'autres discours que l'on entend à travers le Sénégal, que la femme n'a pas accès à la terre. Ce n'est pas totalement exact. Ce n'est pas un problème d'accès à la terre. Juridiquement, la femme a accès à la terre parce qu'aucune loi n'interdit à la femme ou ne gêne la femme dans l'accès à la terre. Le problème pour la femme dans nos sociétés agricoles notamment, le problème c'est l'accès devient difficile parce que la femme n'a pas beaucoup de moyens. C'est surtout les moyens qui manquent à la femme. Voilà pourquoi on la laisse toujours à la périphérie
n'est-ce pas, des exploitations agricoles. C'est vrai que dans le système traditionnel, la femme a bien accès à la terre, mais elle ne peut pas contrôler la terre. Donc ce qu'il faut pour que la femme ait réellement accès à la terre, pour qu'elle puisse exploiter en toute égalité avec l'homme, je dirais, que ce soit individuellement ou en groupement, c'est de lui permettre d'accéder aux moyens d'exploitation de la terre. C'est la fin de ce Mac Vert que vous ont proposé Endapronad et son partenaire Osiwa dans le processus de réforme foncière en cours dans notre pays. Pour ce premier numéro, nous avons vu comment les populations de Ogo apprécient le document de la politique foncière validé par la Commission nationale de réforme foncière. Nous avons surtout vu l'accueil enthousiaste que ces ruraux ont réservé aux propositions du CRAFS, le cadre de la réflexion d'action sur le foncier et globalement de la société civile sénégalaise. Merci et à bientôt pour un autre numéro de la Clé des Terroirs, magazine qui traite de l'actualité et de la condition du Sénégal agricole. Bye bye. Together, main dans la main, nous sommes prêts pour le combat. Together, main dans la main, nous sommes prêts pour le combat. La terre c'est la vie, elle respire et elle vit. La terre c'est la vie, elle respire et elle vit. Ndoge ndoge, yage yage, onon lady, awde leki, ñu na enda, ñongi ci xeex bi, suqali mbay mi, sunu suuf si. Ndoge ndoge, yage yage, onon lady, awde leki, ñu na enda, ñongi ci xeex bi, suqali mbay mi, sunu suuf si. Ndoge ndoge, yage yage, onon lady, awde leki, ñu na enda, ñongi ci xeex bi, suqali mbay mi, sunu suuf si.